Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État a présidé ce mardi 26 septembre la 13e séance du Conseil des ministres. Et les États-Unis et le Kenya ont signé hier un accord de défense qui permettra à ce pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des ressources et un soutien pour les déploiements de sécurité en Haïti. C'était les titres, soyez les bienvenus dans ce journal de l'après-midi. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 26 septembre 2023 la 13e séance du Conseil des ministres. 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Eh bien, on verra donc les questions qui ont été examinées et approuvées avec le porte-parole du gouvernement dans nos prochaines éditions.
Dans l'actualité également, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoé, a participé hier à l'ouverture officielle de la 12e conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique qui se tient en ce moment même à Doha au Qatar, autour du thème consacré à cette 12e édition vers un renouvellement de l'action culturelle dans le monde islamique. Le programme a porté sur la composition du bureau de la conférence. La lecture est suivie des rapports exécutifs ainsi que l'adoption des nouvelles orientations du développement culturel. Dans ce sens, plusieurs points inscrits à l'agenda sont adoptés à l'unanimité. Il s'agit notamment de la nécessité de concrétiser rapidement les nouvelles orientations pour être à la hauteur du développement durable, comme l'intégration de nouvelles technologies comme moyen d'impulsion de l'industrie culturelle et créative, de l'innovation et de la création d'emplois durables pour la jeunesse, la préservation des savoirs traditionnels par la revalorisation de leurs détenteurs, la pérennisation des valeurs éthiques tout en mettant en place de mécanismes appropriés de transfert de connaissances. Il a été rappelé également la place de l'éducation et de la recherche culturelle pour faire connaître les richesses et diversités des patrimoines du monde musulman. La ministre, dans son mot, la ministre en charge de la culture a tenu à saluer la nouvelle vision des opportunités de la culture, qui est aussi celle de la République de Djibouti grâce au leadership du chef de l'État. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a donné le coup d'envoi d'un atelier régional pour lutter contre les MGF sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumine Hassan Barre. Une réunion régionale de grande importance a eu lieu ce matin au Kepensky Palace sous le thème « Contradiction des pratiques néfastes avec les principes de la charia ». Il vise à lutter contre les mutilations génitales féminines. Cette réunion est organisée conjointement par le ministère des Affaires musulmanes et le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, de la région arabe. Le ministre a ouvert la réunion en saluant chaleureusement les participants et en louant l'action que mènent les organisations et les ulémas qui ont œuvré inlassablement pour lutter contre les MGF, une pratique qui vient à l'encontre des principes de la charia islamique et qui laisse des conséquences graves et durables sur la vie des femmes et des filles. La réunion a été marquée par la participation d'éminents érudits de l'Université d'Al-Azhar, ainsi que par le rôle actif du Centre islamique international pour les études et la recherche sur la population de l'Université Al-Azhar. Les débats approfondis et les échanges au cours de cet événement étaient destinés à générer des recommandations cruciales pour éradiquer ces pratiques. Le ministre a dans son intervention exprimé ses remerciements envers le FNUAP. Écoutez justement la représentante du FNUAP à Djibouti. Cette rencontre célèbre la mobilisation des organisations religieuses dans la région, et en particulier les ulémas musulmans qui se sont démarqués parmi les acteurs de changement dans les efforts d'élimination des pratiques néfastes à l'égard des femmes, en particulier sur les MGF. En parlant des MGF à Djibouti, il est évident qu'avec les efforts conjugués de toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, la société civile et en particulier les leaders religieux, la prévalence de la pratique des MGF a baissé de 20 points entre 2012 et 2019. Toutefois, de grandes disparités sur le taux de prévalence de la pratique existent, par exemple entre les zones rurales et urbaines, et la pratique des MGF glisse insidieusement vers la pratique de la sunna. La pratique repose sur des représentations culturelles renforcées par des faux prétextes religieux. Il est important de noter que la pratique des MGF à Djibouti est en transition vers une forme donc médicalisée qui consiste à faire perdurer les MGF par la voie de cette pratique qu'on appelle actuellement la sunna, en occultant les séquelles physiques immédiates. Ainsi, au regard de ces tendances actuellement préoccupantes, il est crucial d'accroître l'engagement des leaders religieux afin de donner une nouvelle impulsion aux efforts d'accélération de l'abandon total des MGF et de toute pratique néfaste à l'égard des femmes et des filles. Et prenant la parole à son tour, le ministre a abordé la question des MGF qui sont associés à des coutumes et des traditions mais qui n'ont pas de fondement religieux solide. Il a souligné les effets négatifs de ces pratiques sur la vie des femmes. Il a appelé les leaders religieux à jouer un rôle central
dans la sensibilisation de la société et à convaincre les gens d'abandonner complètement la mutilation génitale féminine. Le ministre a noté que son département s'engage activement dans ces efforts depuis 2008, en collaboration étroite avec le FNUAP, et a salué les progrès réalisés à l'apport du réseau Shamihat, composé d'ulama engagés pour l'abandon de cette pratique. Il a également souligné que Djibouti a adopté des législations visant à réduire les dommages causés par ces pratiques. Direction la Chine, où le ministre de l'Énergie se trouve dans le cadre d'une visite de travail. Et au dernier jour de sa mission de travail en Chine, le ministre de l'Énergie, Yonis Ali Guedi, et la délégation l'accompagnant ont effectué tour à tour hier à Weifang, à Yantai et à Shanghai la visite de plusieurs sites importants dans les domaines de la production électrique et de la transformation du sel. En effet, le ministre et sa délégation ont d'emblée visité le parc industriel de Hawang, situé dans la ville de Weifang, où est traité le sel du lac Assal et est transformé en bromure de sodium, pour moitié donc utilisé en Chine pour satisfaire les besoins intérieurs des ménages et des industries locales, le Made in Djibouti en Chine, et pour l'autre moitié exporté dans le monde arabe. Le ministre et ses collaborateurs se sont ensuite rendus dans la station électrique photovoltaïque située dans cette même ville et d'une capacité de 100 MW. À Yantai, le ministre n'a pas manqué de visiter l'une des plus grandes usines chinoises de transformation du sel en produits dérivés, propriété du groupe Wanhua Chemical, qui deviendra désormais le principal acheteur du sel de notre pays. Et enfin, le ministre a visité le siège de la branche du groupe CCCC, spécialisé dans les technologies photovoltaïques à Shanghai, après avoir suivi une présentation des activités de la dite société. Le ministre et le dirigeant de cette entreprise ont discuté des opportunités d'affaires existantes dans le secteur des énergies renouvelables de notre pays et abordé des domaines de coopération possibles entre Djibouti et la Chine. Il est à souligner que ces différentes visites sur le terrain du ministre Yonis Ali Guedi avaient pour but d'échanger sur les bonnes pratiques et de partager les expériences dans les domaines du développement du sel et des énergies renouvelables dans notre pays. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin au Sheraton Hotel un atelier de redynamisation du comité technique multisectoriel sur le développement de la petite enfance, appuyé par le projet Jouer pour apprendre. Cet atelier a été présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme, Mme Anissa Hassan Badon, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mahyoub Abdallah Mahyoub, la représentante de l'USAID à Djibouti, et les responsables du ministère de la Femme. Cet atelier a réuni toutes les parties prenantes, travaillantes et actives dans le développement et l'éducation de la petite enfance afin de discuter des moyens pour améliorer la collaboration entre tous les partenaires. Objectif, redynamiser le comité technique multisectoriel en vue de la pleine opérationnalisation du PSNED. Écoutez la représentante de l'USAID à Djibouti. La redynamisation du comité multisectoriel au cours du plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti est cruciale. L'USAID est fier d'appuyer le gouvernement dans ce secteur clé et je remercie le ministère de la Femme et de la Famille pour cette initiative. Play to Learn, un jouet pour apprendre, est un projet de l'USAID entièrement dédié au développement et l'éducation de la petite enfance. Mais il est également le reflet de la forte synergie entre l'ensemble des partenaires, le résultat de nombreuses réflexions et discussions menées avec vous, experts et natifs de Djibouti, et aussi pleinement intégré au plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti. Notre projet, c'est tout cela à la fois. Une cohésion des parties en première ligne et ceux en retrait.
Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Et nous écoutons à présent un extrait de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Madame Anissa Hassan Bahden, lors de cet atelier de redynamisation du comité technique multisectoriel sur le développement de la petite enfance. C'était ce matin au Sheraton Hotel. Comme vous le savez, en 2021, le ministère de la Femme et de la Famille avait élaboré la politique nationale de l'enfant avec l'appui de l'UNICEF en impliquant les ministères sectoriels. Cette nouvelle politique de l'enfant assure un environnement pour l'épanouissement de tout le potentiel intellectuel, physique et moral de l'enfant au sein de sa famille et au sein de la communauté. Cette nouvelle politique assortie d'un plan stratégique national pour l'enfant à Djibouti pour une période de 5 ans, c'est-à-dire 2022-2026, à 6 axes d'intervention stratégique. Nous nous félicitons et nous remercions les acteurs principaux pour la mise en œuvre pleine de l'axe 4. Parmi les autres axes aussi, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été réalisées. Et c'est face à cette situation qu'aujourd'hui, nous avons opté pour une approche à la revue à mi-parcours pour pour identifier les contraintes et les goulements d'étranglement qui empêchent la pleine opérationnalisation du plan stratégique. Nous relançons le dynamisme et l'élan qui avait mobilisé tous les acteurs en amont du programme, tout en sachant que l'objectif général reste la pleine opérationnalisation du plan stratégique national de l'enfant. En 2020, le ministère de la Femme et de la Famille, avec les responsables du MENFOP, les responsables du ministère de la Santé et des experts internationaux, avait également élaboré un programme du développement de la petite enfance pour les enfants allant de 18 mois à 5 ans. Voici à présent un extrait du discours du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le développement de la petite enfance à Djibouti et surtout en Afrique, en tout cas, est très déterminant et détermine même l'avenir de nos pays. En disant ça, peut-être vous pouvez vous dire, mais il ne nous apprend pas grand-chose, effectivement. La jeunesse, c'est l'avenir, la petite enfance également. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Les études de neurosciences et les études aussi sur le développement de l'enfance et de l'intelligence montrent que les 5 premières années de développement de l'enfant sont déterminantes pour son parcours scolaire, son parcours de la vie professionnelle. C'est pourquoi donc, si on prépare au mieux cette phase de développement de l'enfant, on peut assurer, en tout cas on peut espérer que la suite sera beaucoup plus facile pour ce jeune, pour pouvoir poursuivre une scolarité normale, pour pouvoir aussi s'insérer dans la vie sociétale. C'est très important. C'est pourquoi donc ce comité est multisectoriel, parce qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, nous accordons une importance cardinale à ce développement. Nous occupons que de la dernière partie de cette petite enfance, c'est-à-dire à partir de 5 ans, mais nous mettons tous les efforts pour qu'on puisse accueillir tous ces enfants dans les meilleures conditions possibles. Grâce au projet Play to Learn, donc, nous avons donc, des programmes justement pour promouvoir ces préscolaires, cette éducation préscolaire, mais le ministère aussi investit et fournit beaucoup d'efforts, le gouvernement notamment, pour justement développer cette éducation préscolaire. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur communique que la journée de demain sera fériée, chômée et payée. Cette fête correspond à la fête de Mouloud. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix aux Djiboutiennes et Djiboutiens. L'académie de police Idriss Farah-Abaneh a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation destinée à plus de 160 policiers formés pour le geste de premier secours.
La cérémonie a été présidée par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et par le directeur général donc, de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa, commandant du corps des sapeurs-pompiers. En effet, durant 8 mois, des policiers issus de différents services de la police ont été formés par des sapeurs-pompiers à l'académie de police à Nagad. En effet, cette formation permettra aux policiers d'acquérir les connaissances pour intervenir efficacement en cas d'accident ou d'urgence médicale, aussi bien dans les accidents de la route, les incendies, les scènes de crime ou des catastrophes naturelles. L'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France ainsi que plusieurs officiers supérieurs des 2 institutions ont préparé à cette cérémonie qui s'est tenue au sein de l'académie de police à Nagad. Et bien après un accueil, un court-métrage illustrant les différentes séances d'apprentissage a été diffusé. En effet, durant les 8 mois de formation, les participants ont acquis les techniques nécessaires à travers des mises en situation réelles. Cette formation va ainsi permettre aux policiers d'acquérir les compétences appropriées pour intervenir dans les cas d'urgence. La cérémonie s'est poursuivie par la remise des diplômes aux 160 récipiendaires formés qui ont bénéficié de cette formation pour les gestes de premier secours et les gestes à effectuer en cas d'accident en attendant l'arrivée des secours et les échanges de cadeaux. La cérémonie donc s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille en présence de tous les bénéficiaires de cette formation et les officiels présents donc à cette cérémonie. Prenons la parole. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a mis l'accent sur l'étroite collaboration qui existe entre les 2 institutions. Pour plus de précision, nous l'écoutons. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplômes des différentes promotions composées de 160 policiers ayant bénéficié d'une formation de secourisme dispensée par nos vaillants sapeurs-pompiers et nos collègues français. La police nationale et la protection civile ne faisaient qu'un seul corps il y a peu de temps. Par conséquent, les pompiers sont nos petits frères. Je suis enthousiaste du parcours effectué et de la formation dispensée par celle-ci. Dans la vie de tous les jours, nos devoirs envers nos concitoyens restent conjoints et coordonnés pour une meilleure efficacité, tant dans les interventions des accidents de la route, des incendies, des scènes de crime et des catastrophes naturelles. Depuis ma prise de fonction, les relations entre la police nationale et la protection civile se sont beaucoup développées. L'académie de police reste à la disposition des forces de défense et de sécurité, plus particulièrement les sapeurs-pompiers, avec qui nous partageons beaucoup d'affinités. Cette formation n'est que le début d'un vaste programme d'échange de compétences dans tous les domaines entre nos 2 institutions. Cette étape que vous venez de suivre a été conçue pour vous, dotée de compétences et de connaissances nécessaires pour intervenir efficacement en cas d'accident ou d'urgence médicale. Nous croyons fermement que chacun ou chacune d'entre vous est désormais mieux préparé à faire face aux situations d'urgence et apporter une aide précieuse aux personnes en détresse.
Je vous encourage à partager ce que vous avez appris avec vos collègues, familles, amis et le reste de la communauté. En transmettant ces compétences, vous contribuez à la création d'une société sûre et mieux préparée. En conclusion, je tiens à remercier tous et toutes pour votre engagement envers la sécurité et le bien-être de nos concitoyens. Je vous exhorte à rester vigilants, à continuer d'apprendre et de vous améliorer constamment. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans notre communauté. Un remerciement particulier au directeur de la protection civile qui ne cesse de mener le rapprochement entre nos deux corps, sans oublier l'attaché de sécurité auprès de l'ambassade de France, le colonel et mon ami Laurent Le Goff, pour son soutien indéniable et indéfectible dans notre coopération. Coopération qui a porté ses fruits à maintes reprises dans le domaine de formation en matière de sécurité et dont nous souhaitons la continuer. Merci de votre attention. Et pour sa part, le commandant des sapeurs-pompiers, le colonel Mohamed Moussa, a rappelé la nécessité de ces formations qui sauvent des vies et sont d'une extrême importance. Voici un extrait de son discours. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise de certificats de formation au profil de 163 policiers qui proviennent de différentes unités de la grande direction générale de la police nationale. Je vous voudrais avant tout vous féliciter, chers récipiendaires, pour votre dévouement au cours de ces 8 mois de formation. Cette formation s'inscrit en droite ligne des objectifs de vos missions qui visent à améliorer la sécurité des individus par des actes de prévention au cours de votre intervention. Ainsi, pendant ces 8 mois, les participants ont acquis les compétences, les techniques nécessaires à travers des mises en situation, à savoir comment prévenir les secours, comment protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secours. Mon colonel, mesdames et messieurs les officiers, chers policiers, la sécurité de notre population constitue un intérêt commun pour la Direction nationale de la protection civile et la Direction générale de la police nationale. Et nous devons travailler ensemble pour mieux assurer la sécurité et la sûreté de notre population. La Direction nationale de la protection civile est entièrement disponible à travers son service de formation pour former davantage les personnels de la police nationale dans les prérogatives et les missions qui nous sont dévolues. Il est vrai que depuis la nomination de l'actuel directeur général de la police, le colonel Abdelrahman, nos liens se sont étroitement rapprochés et je remercie personnellement en mon nom et au nom de l'ensemble des officiers, sous-officiers de la protection civile et du corps de sapeurs-pompiers pour le travail incessant que vous effectuez, mon colonel, durant votre prise de fonction. Et je vous remercie encore une fois. Il est vrai que la police, les sapeurs-pompiers, est une institution qui a été séparée de la police nationale, mais nous sommes, et vous l'avez si bien notifié, les enfants de la police. Et je vous en remercie. J'espère que ce ne sera pas une dernière, mais que c'est un début de tous travaux. Ce partenariat et cette amitié qui nous lie énormément depuis des années et des années permettra davantage de se consolider et ce n'est qu'une première. À présent, permettez-moi de m'adresser tout particulièrement aux récipiendaires. À l'issue de la formation, vous venez d'être suffisamment outillés pour l'accomplissement de vos missions. Il vous appartient désormais de vous mettre au travail en faisant bon usage du savoir et du savoir-faire acquis. Puis l'enseignement et les valeurs que vous avez reçues au cours de cette formation vous accompagnent tout au long de votre parcours professionnel. Je vous en remercie. Les États-Unis et le Kenya ont signé hier un accord de défense qui permettra à ce pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des ressources et un soutien pour les déploiements de sécurité en Haïti. Fardous Hussein nous en dit plus.
Le Kenya s'apprête à diriger une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et le ministre kényan à la Défense ont signé l'accord lors d'une réunion à Nairobi, la capitale kenyane. L'accord guide les relations de défense des deux pays pour les 5 prochaines années, alors que la guerre en Afrique de l'Est contre le groupe extrémiste d'Al-Shabaab lié à Al-Qaïda s'intensifie. Austin a remercié le Kenya de s'être porté volontaire pour prendre la direction de la force multinationale en Haïti et a réitéré que le gouvernement américain travaillerait avec le Congrès pour obtenir le financement de 100 millions de dollars qu'il s'est engagé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Kenya s'est engagé à envoyer 1000 agents de sécurité en Haïti pour lutter contre la violence des gangs dans le cadre d'une mission qui est en attente de l'approbation formelle du Conseil de sécurité de l'ONU, mais qui a reçu le soutien de l'ONU et des États-Unis. Et c'est sur ce point que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité et bon après-midi à tous.